monde et bienvenue dans ce coin lecture. Désolé pour le pas de coin lecture la semaine dernière. Comme vous le savez, bébé et organisation vont aussi bien ensemble que c'est pas évident de s'organiser avec bébé. Cela étant dit, bienvenue à toutes et tous donc dans ce coin lecture spécial cadeau. Parce que plein de gens m'offrent des livres, surtout mes proches évidemment, mais des éditeurs aussi, et parfois certaines d'entre vous. Et ce mois-ci, on va se pencher sur ces livres-là. Alors, ça va être un peu particulier sans doute parce que il s'agit de livres que je n'ai pas choisis, par définition, mais qu'on a choisis pour moi. Donc, qui me propose les livres que je préfère lire? Ça, c'est une vraie question dont on brûle tous de connaître la réponse. Eh ben on va se pencher dessus dans les semaines qui viennent. Mais avant de nous pencher dessus, je suis très content de vous annoncer le lancement de mon Patreon, dont vous pourrez trouver un lien dans la description. C'est un site de financement participatif et j'expliquerai le pourquoi de ce Patreon dans une vidéo à part, mais vous pouvez collaborer à différents niveaux sur plusieurs paliers à partir d'1 € par mois. Et il y a un niveau, le niveau 4, le palier à 25 €, qui a été spécifiquement pensé pour le public de cette émission, puisque à ce niveau, vous accédez au club du coin lecture, et vous aurez une chance de choisir une des lectures du mois, 9 mois dans l'année. 9 mois dans l'année parce que le mois spécial vos suggestions, c'est le public qui décide. Il y a le mois spécial saga, où je lis qu'une seule saga, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, et le mois spécial viewer, voilà. Mais les autres mois, vous avez votre mot à dire. Donc je vous invite à découvrir les autres paliers en cliquant sur le lien dans la description, et merci par avance pour votre participation, et donc n'hésitez pas à devenir un Plectrion. C'est comme ça que j'appelle les gens qui me soutiennent sur Patreon. Vous pouvez être un Ouktreon si vous préférez, c'est juste que Patreon, ça commence par un P, donc Plectrion, quoi. Et donc on va commencer par La vie devant soi de Romain Gary, un roman qui m'a été offert par Lou, ma belle-sœur, à Noël 2021. Ah oui non mais quand je dis que je dois vraiment isoler un moment pour lire les livres qu'on m'offre, c'est pas pour rien. Alors, avec Lou c'est toujours un peu qui tout double, dans le sens où c'est elle qui m'a offert l'Attrape-Cœur, donc qui a été l'une de mes lectures préférées de ces dernières années. Elle m'a également offert Le Roi en jaune, qui m'a laissé à peu près le même souvenir que quand tu vas pour te faire une tartine pour ton petit déjeuner, et que le pain est un peu moisi, donc t'es un peu déçu quoi, t'es un peu deg. Mais au fond c'est pas grave, parce qu'il y a plein d'autres tartines. Je m'entraîne pour le championnat du monde de métaphore. Je suis un peu rouillé. Alors la bonne nouvelle, c'est que La vie devant soi est clairement vers le haut du panier. Ça a été une lecture très agréable, et à peu près aussi agréable qu'elle a été éprouvante. Alors c'est l'histoire d'un jeune garçon, Momo, diminutif de Mohamed, fils de prostituée qui vit dans ce qu'il appelle un clandé, c'est-à-dire une pension clandestine dirigée par la vieille juive Madame Rosa, entourée d'autres orphelins et enfants des rues. Le roman est raconté de son point de vue et vous imaginez bien ce que ça donne. Un point de vue naïf et terriblement conscient d'une réalité horrible, et dont aucun enfant ne devrait s'approcher de près ou de loin. Alors ça donne lieu à de terribles sous-entendus et euphémismes, par exemple, Momo parle de se défendre pour évoquer la prostitution, parce que Madame Rosa lui a appris qu'il fallait bien qu'elle se défende avec son cul. Il rejette ce qu'il appelle le bonheur, parce que il associe le bonheur à la drogue, qui fait partie de son quotidien. C'est génial. Momo parle de lui comme un enfant de pute. Alors le vocabulaire choque, mais autant que l'idée que l'enfant soit, je répète, à ce point conscient de sa situation. Et comme si ça ne suffisait pas, le roman se passe en 1970, alors Madame Rosa, juive de son état, a connu Auschwitz. Elle vit dans la peur et le stress constamment. Elle se sent mourir et elle a peur de mourir seule, elle fait tout pour garder Momo auprès d'elle, et ces deux-là s'aiment. Ils se protègent l'un l'autre. D'ailleurs, dans un passage que je peux pas vous spoiler, mais que je vous lirai volontiers demain après-midi, sur la chaîne LinksTS, sur Twitch, vous savez comment ça marche maintenant, un homme qui prétend être le père de Momo se présente à Madame Rosa pour récupérer son fils, et le dialogue qui en découle est à égale mesure terrifiant, vraiment triste, et très drôle. Mais alors, comment fait Romain Gary pour atteindre cet équilibre? En fait, c'est brillant, mais c'est pas très compliqué. C'est un enfant qui vit les pires choses, donc c'est terrifiant et triste, mais son point de vue, un peu déconnecté et naïf, donne une touche d'innocence et d'authenticité vraiment amusante à la situation. Comme tous les enfants,
comme tout le monde en fait, Momo parle surtout en répétant ce qu'il a entendu dire, et ça donne des phrases récurrentes, un peu comme dans L'Attrape-Cœur par exemple. Momo dit régulièrement « Croyez-en ma vieille expérience », parce qu'il entend toujours Monsieur Hamill le dire. Vous voyez, on joue constamment sur ce décalage triste et drôle d'un enfant qui prétend avoir déjà une vieille expérience, mais qui quelque part a déjà une vieille expérience. Et d'autres fois, la naïveté est juste une lame dans le cœur, genre quand Momo dit « Pendant longtemps, je n'ai pas su que j'étais arabe parce que personne ne m'insultait ». Le non-dit est terrible. Ou quand il explique que quand l'un de ses petits camarades avait mal au ventre, sa mère venait tout de suite s'occuper de lui, Momo s'est mis à avoir mal au ventre pendant des jours en espérant que sa mère viendrait s'occuper de lui, parce que Momo n'a connu ni sa mère ni son père. C'est seulement que sa mère était une prostituée. Mais voilà, un peu à la façon d'un Attrape-Cœur ou d'un Des Fleurs pour Algernon ou Fight Club, et là je parle du film parce que j'ai pas encore lu le livre, le roman a le sens de la formule coup de poing. Beaucoup de phrases vont vous rester dans le crâne. Je sais que j'aime bien vous lire des passages de livres dans mon émission Au Coin du Feu sur Twitch, et là je sais que la lecture va être très chouette et j'ai hâte de redécouvrir ça avec vous. Alors, il n'y a pas que Momo et Madame Rosa, ce sont de loin les personnages les plus intéressants, mais on est dans un vivier de misère très dynamique et haut en couleur. Il y a Madame Nadine qui croise Momo dans les rues et cherche plus ou moins à l'adopter. Au départ, Momo pense que c'est une prostituée, probablement parce que ce sont les seules femmes adultes qu'il a dû croiser dans sa vie. Il y a donc Monsieur Hamil, leur voisin, un Algérien. Il y a aussi Monsieur Enda Amédée, un proxénète qui impressionne beaucoup Momo avec tous ses bijoux en or. Un de mes personnages préférés, c'est Madame Lola, une transsexuelle, travestie, ancienne championne de boxe au Sénégal, qui n'hésite jamais à aider Madame Rosa et les enfants. C'est un personnage très cru, mais très bon. Dans cette espèce de bouillon d'humanité, ça fait vraiment du bien d'avoir des flashs d'humanité, ça ne fait pas dans le même sens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le humain de quand on dit qu'on est qu'humain, genre, tu sais, quand on cède à quelque chose, mais il y a le humain de quand, par exemple, on dit de quelqu'un qu'il est très humain. C'est un livre qui, finalement, parle vraiment beaucoup de ces deux humains-là, ces deux humanités-là. Mais je pense que le sujet principal du livre, en fait je suis même certain que le sujet principal du livre, c'est accepter et accompagner et survivre à la mort. Madame Rosa est vieillissante, elle n'arrive plus à monter les 6 étages qui mènent à son appartement, elle est malade, ça donne lieu à plusieurs échanges, là encore, émouvants et drôles, où Momo la rassure à mort sur le fait que c'est pas le cancer, parce qu'elle a vraiment peur d'avoir un cancer, donc Momo demande au docteur Katz si c'est un cancer, et comme c'en est pas un, il est hyper soulagé, et il cherche à la rassurer, mais elle a genre elle a une maladie dégénérative terrible qui fait que elle va perdre la tête petit à petit, tout oublier, elle va mélanger le présent et le passé, parce qu'aujourd'hui elle est hideuse, Momo la décrit régulièrement avec une irrévérence et une cruauté que vous pouvez imaginer d'un enfant, mais quand elle était jeune, quand elle se défendait, elle était belle. À un moment, Momo rencontre une femme, Nadine, qui travaille dans le doublage, il la suit pendant une session d'enregistrement, et il la voit rembobiner le film, et il se dit que il adorerait faire ça dans la vraie vie, rembobiner la vie, pour que Madame Rosa retrouve sa jeunesse et sa beauté, parce qu'il l'aime. Et ça aussi c'est un truc qui choque, c'est qu'à son âge, Momo est hyper nostalgique de sa mère, de la jeunesse de Madame Rosa. En fait, il fantasme un passé qui lui manque terriblement. À un moment donné, Madame Rosa s'assoit sur sa valise en disant à Momo que les policiers vont venir la chercher, ils lui ont promis qu'il ne lui arriverait rien, ce qui renvoie évidemment au Veldiv. Je dis évidemment, moi c'est ce que ça m'a directement évoqué. À un autre moment, Momo rentre à l'appartement et il tombe sur Madame Rosa à poil dans une pose lascive, comme quand elle se prostituait. Quand elle se rend compte qu'elle est malade et qu'elle perd les pédales, elle demande à Momo de ne pas laisser l'ambulance l'amener à l'hôpital parce qu'elle veut pas qu'on la force à vivre. Sauf que elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la dénonce à l'hôpital. Enfin, voilà, l'histoire est dure, émouvante, mais les mots sont vraiment précis et tranchants. C'est un roman magnifiquement écrit. Personnellement, ça m'a pris 3h30 de lecture, mais c'est le genre de lecture qui vous reste, vous voyez, un peu comme L'Attrape-Cœur, un peu comme Des Fleurs pour Algernon. Voilà, c'est ces lectures dont le style te hante quand tu ne lis plus. C'est sans conteste l'un de mes gros coups de cœur de cette année, et les gens qui ont lu le livre apprécieront le clin d'œil. C'est un des meilleurs livres dont j'ai eu l'honneur. Et là, on attaque le moment que j'aime le moins dans le mois, le moment où je dois parler du livre de l'un ou l'une d'entre vous et que je n'ai pas aimé ce roman. Mais si t'aimes pas ça, pourquoi est-ce que tu acceptes de recevoir nos romans? Parce que quand je les aime bien,
c'est un énorme kiff d'en faire la promotion. Je veux dire, les enfants d'Aliel, le 7ème continent, les belles nuits, Gemina, ce que tu touches, c'est un vrai plaisir de vous faire découvrir les œuvres de certains et certaines d'entre vous. Et aussi, bah c'est pas parce que ça me plaît pas à moi que ça peut pas trouver un autre public parmi vous. Et en plus, mon opinion, mes retours peuvent permettre aux auteurs et autrices parmi vous d'avoir un regard nouveau sur ce qu'ils écrivent. Genre, si vous avez écrit quelque part, n'importe où dans votre manuscrit, l'expression « le brin », vous pouvez la virer directement. On en reparle très bientôt. Non mais là, en vrai, c'est d'autant plus difficile pour moi que, d'habitude, je vous envoie un mail, je veux dire, les jeunes auteurs et autrices, je leur envoie un mail pour leur demander « Ok, ton livre va passer dans le coin lecture, si j'aime pas, qu'est-ce que tu préfères ?» Je me permets de te donner des conseils, pas de conseils, juste un avis, ou tu préfères que j'en parle pas, parce que la santé mentale, c'est important. Plusieurs auteurs et autrices ont choisi la 3e option, et je vais me dire, je respecte ça. Je respecte ça, c'est très bien de connaître ses propres limites et de les respecter. Sauf que l'autrice du livre dont je vais vous parler, Des Flamands et des Roses, donc par Claire Chapuis, m'a pas répondu. Donc je vais tâcher de vous donner un retour honnête, hein, c'est toujours, mais assez neutre, du coup, en disant simplement ce que j'ai pas aimé dans ce livre, et j'espère que l'autrice sera ok avec ça. Avion. D'autant qu'il n'y a pas 36 façons de le dire, il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pas aimé dans ce roman. Je tempérerai mon opinion à la fin, mais je vais commencer par ce qui m'a posé problème, parce que c'est vraiment ce qui ressort le plus de ma lecture. Alors déjà, le style est très maladroit, et le personnage principal est une tannée. Dans la méthode d'écriture, vous savez, Save the Cat, je sais pas si vous en avez entendu parler, il développe cette idée, qui donne son nom à la méthode, que quel que soit le niveau de désagréabilité du protagoniste, pour tous les Dr House et les Sherlock Holmes et les Walter White de ce monde, et des autres, il faut que, dès le départ, il fasse un truc pour qu'on s'attache à lui. Par exemple, sauver un chat. Save the Cat. Là, Stanley, donc le protagoniste, dès le départ, il a passé son master, il a pas eu une bonne note, alors il se plaint, et il geint, et il est désagréable, et ça ne s'améliore jamais. Alors on sait que son mémoire est dans le domaine de la science, mais on met hyper longtemps à connaître le sujet, mais voilà, on sait que ça concerne l'éthique et les animaux dans le domaine de la science. Tout un programme donc. Et un programme qui me tient à cœur, comme vous imaginez. Sauf que le Stanley va voir une exposition scientifique qui s'appelle Des Flamands et des Roses, et là, ça va plus du tout. D'une part, le scientifique de renom qui préside cette expo scientifique accueille ses clients avec des roses colorées dont la tige a trempé dans du colorant, et tout le monde est en extase. C'est littéralement un DIY à faire en classe de primaire. Alors, il y a une explication pour ça. Il y a une explication sur le fait que le public soit en extase. Voilà, mais ça concerne un retournement de situation, donc on en parlera demain sur Twitch. Mais voilà. Sur le coup, ça m'a un peu gavé, mais beaucoup moins que Stanley qui voit des flamands de toutes les couleurs, et qui se dit que c'est absolument génial. C'est littéralement des tests totalement vains sur des animaux, et lui il est aux anges. Là encore, il y a une explication dans l'ombre. Après ça, il rencontre le docteur Halen, qui lui montre l'étendue de son génie. Il arrive à faire de la glace solide avec de l'acétate. Et pareil, Stanley crie au génie. Cryogénie, la glace, j'ai même pas fait exprès. Il en peut plus, c'est le... Waouh! C'est littéralement une expérience que vous pouvez faire chez vous. Faut jamais que Stanley tombe sur la chaîne de Dr Nussbaum, sinon il va se demander pourquoi il a pas tous les prix Nobel des 20 prochaines années. Ah oui, non plus en plus. Alors, j'interromps une seconde là, le résumé pour parler de sa relation avec Marziano, le mec footballeur de sa meilleure amie. Globalement, lui, c'est le cliché du footeux. Il ne comprend pas l'intérêt de l'imagination, du fantastique, pour lui c'est une perte de temps. Et donc l'autrice se réfère à ce personnage par la périphrase « Le brin ». Je hais cette périphrase. Ça y est, je la hais. Ça y est, c'est fini. Pire que tome 1 sur un livre de jeune auteur ou autrice qui n'a pas encore écrit la suite, je déteste cette façon d'appeler un personnage. Parce que non seulement ça veut dire que le truc le plus intéressant, c'est le plus... Non seulement ça veut dire que le truc le plus intéressant chez lui, ce sont ses cheveux, et les cheveux, c'est la partie la plus intéressante de personne. Et vous allez me dire, ouais, tu dis ça parce que t'es jaloux, parce que toi, t'as pas de cheveux. Alors déjà, ta gueule. Et non, c'est surtout que, en plus, brun, c'est vraiment la couleur de cheveux par défaut, quoi. C'est rien. C'est des pattes sans sel. Le brun. T'as l'impression qu'il manque un adjectif, c'est le beau brun, le mystérieux brun, l'abandonné brun, le si inclus brun, le parfumé brun. Pas n'importe quel adjectif, de toute évidence, pas n'importe quel adjectif, mais voilà, par pitié, n'appelez jamais votre personnage le brun.
dans votre roman. Jamais. Donc, on a Marciano, le footballeux brun, et en face, on a Stanley. Stanley, donc le protagoniste, qui est censé représenter un peu le cliché du geek en face. Amateur d'univers fictifs, de science, voilà. Sauf que ces grosses références de geek, c'est Avatar et Game of Thrones. Littéralement, le film et la série qui figurent parmi les records d'audience. Il n'y a pas plus mainstream qu'Avatar et Game of Thrones. Il y a plus mainstream, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça aurait été même plus correct qu'on se tape des clichés genre Star Trek, quoi. Ce genre de choses. Bref, bon, enfin voilà, les personnages sont des clichés, en plus des clichés qui fonctionnent pas. Enfin, Stanley entre chez le docteur Hanley par effraction, celui-ci le surprend et lui dit « Écoutez, j'allais dormir, mais parlez-moi de vous ». Normal. Donc le docteur Hanley finit par prendre Stanley sous son aile, logé, blanchi, nourri dans un hôtel de luxe sans la moindre raison, et Stanley a pour projet de créer des dragons. Donc il fait venir des dizaines de dragons volants, c'est une espèce de lézard asiatique, il leur met du métal dans les dents pour leur faire des étincelles, il leur fait bouffer des graines de lin pour qu'ils produisent de l'huile inflammable, et il appelle ça des dragons. Outre le fait qu'il a littéralement agrafé un plot de chantier sur le front d'un cheval et appelé ça une licorne. J'ai d'autres questions, moi, pour monsieur. J'ai écrit un mémoire sur l'éthique. Comment ton lézard se brûle pas? Les dracos, les vrais animaux du monde réel, sont carnivores, c'est pas dangereux de leur donner des graines de lin. Et en plus, pendant la représentation des dragons, le petit bonhomme est un peu timide, alors Stanley, il tire sur sa queue. Mais après, il trouve que son dragon est trop petit, parce qu'un draco, ça mesure une vingtaine de centimètres. Donc, il fait des expériences génétiques, où les créatures sont difformes, et ont du mal à survivre, donc il doit les abattre. C'est pratiquement l'inverse de sauver un chat. Et franchement, après, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire, et c'est de moins en moins éthique. Mais pour celles et ceux qui voudraient le découvrir, je vais pas spoiler, on en parle au coin du feu sur Twitch demain. Alors, vous allez peut-être me demander, après un tel résumé, pourquoi découvrir ce livre? Alors on va en parler. Même si je pense que la réflexion est malmenée, elle est intéressante. Et plusieurs idées sont bonnes. La réflexion, en l'occurrence, c'est un peu à la Jurassic Park. La science nous permet de faire des tas de choses, mais est-ce que le fait de pouvoir les faire implique que nous devrions les faire? La question de l'éthique est vraiment centrale dans ce livre, et d'après moi, elle est très maltraitée parce que les personnages principaux ont à peu près un niveau d'éthique équivalent à celui d'un marchand d'esclaves, mais parallèlement, il y a une autre problématique intéressante, la question de l'obsession. Stanley se dévoue corps et âme à ses projets, au point que ses proches s'inquiètent. Ils le voient changer et se demandent si c'est bien sain ce qui lui arrive. Et l'autrice prend le parti assez malin de ne pas trancher à ce niveau-là. C'est pas parce que c'est le héros de l'histoire qu'il a raison. Et pareil, il y a un antagoniste, un gars qui veut commercialiser les dragons de Stanley, et l'autrice n'affirme pas non plus que ce personnage a tort. Tout est plus complexe. Donc voilà, si jamais ce sont des problématiques qui vous parlent, la question de l'éthique dans la science, la question d'être obsédé par ses objectifs au point de délaisser son entourage et sa raison dans une course insensée vers les possibles du monde de la science, allitération est totalement involontaire, ma foi, encouragez les jeunes auteurs et jeunes autrices en l'occurrence, et envisagez de donner sa chance à Des Flamands et des Roses. Et si vous voulez qu'on en parle plus avant, je vous le rappelle, demain après-midi, au coin du feu, sur Twitch. Je sais que c'est pas mal frustrant pour certains et certaines d'entre vous, mais je vous rappelle que c'est pour ne pas spoiler le public sur YouTube, qui écoute la vidéo en faisant autre chose, et qui peut pas passer les spoilers. Et comme c'est un livre de jeune autrice, je me dis que s'il y a des gens qui sont curieux, ce serait vraiment con de les spoiler. Même si, comme je le dis, d'après moi, après l'exposition du dragon volant, c'est de pire en pire. Éthiquement, c'est de pire en pire, mais on en parlera demain. En attendant, merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. Un remerciement particulier aux quelques Plectrions que j'ai déjà. J'en ai que 4 pour le moment, donc exceptionnellement, je vais les remercier tous les 4. Aiko la Folle, Emeline Dana, Pauline et Xandre Lebrun. Comment ça, Lebrun? Vous pouvez vous vanter d'être les tout premiers Plectrions. Et si mon Patreon était une table, vous en seriez les pieds. Mais ce n'est pas une table et vous n'êtes pas des pieds. Ouais, non, c'est pas pour moi le championnat du monde de métaphore cette année. On se laisse comme toujours sur la question de la semaine. Et vous, si vous pouviez faire ce que vous vouliez avec la science, genre vous êtes un scientifique tellement génial et vous avez des ressources tellement illimitées que vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous feriez quoi? Moi, je changerais tous les océans de la Terre en chocolat chaud. Et on a dit ressources illimitées, donc je me démerde pour que les animaux aquatiques puissent vivre dedans et que le chocolat soit à la base de la survie, voilà. Genre qu'on soit à 60% constitué de chocolat,
Et ouais, c'est peut-être bien que mes ressources soient limitées. Moi, là, je vais essayer de trouver un autre sens à ma vie que la nourriture. Voilà. Hein. Et on se reparle après. Hein. Pour celles et ceux que je vois sur Twitch demain, à demain. Hein, voilà. Et pour les autres, à la prochaine.